Et voilà. Et donc, je vous remercie toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. Nous recevons donc Éléonore Claire qui va nous parler en fait de une expérimentation qu'elle a pu mettre en œuvre dans le cadre d'une formation à la transition écologique d'enseignants qu'elle a donc réalisée pour l'université de Sorbonne à Paris Nord. Et le but de cette expérimentation, c'était de faire résonner l'utopie dans le cœur des participants et de combattre l'impuissance. C'est des choses qui nous parlent beaucoup à la Renaissance écologique, de pouvoir se réapproprier du pouvoir, de pouvoir aussi avoir envie d'agir et d'avoir une météo intérieure aussi apaisée. Et donc, je te remercie, Éléonore, de participer aujourd'hui et puis surtout de bien vouloir en fait partager ton expérience. On a une grande chance de t'avoir auprès de nous et donc je te laisse la parole maintenant. Euh, Merci. Et moi aussi, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré cette association et cet outil formidable. Et je suis trop contente que vous soyez aussi nombreux pour venir m'écouter. Je dois dire que je ne m'attendais pas à une telle foule. Je vous préviens d'avance que j'ai un petit rhume et que parfois je me mettrai en mute histoire de tousser et de ne pas vous envahir de mes miasmes technologiques. Donc je m'en excuse d'avance. Et je vais donc vous faire une petite présentation. J'ai fait un deck de slides parce que j'adore faire des decks de slides et je me suis fait plaisir comme Emmanuel m'a dit que j'avais carte blanche. J'ai dessiné une grande partie de mes slides. Je ne suis pas une grande artiste, mais ça me faisait plaisir de m'amuser à faire des petits gribouillages. Trop bien. Euh, ouais, je me suis dit, alors désolée, je me mets en plein écran sur le truc de présentation. Je me suis dit, on peut pas, inspirer à faire différemment en continuant de faire comme d'habitude. Alors je me suis dit: «Je vais vous présenter autre chose que d'habitude». Alors, est-ce que vous voyez mes slides? Oui, très bien. Super. J'utilise Canva qui propose, ce truc-là, Canva Live. Comme je vois pas l'écran avec les questions, enfin le chat, là où je présente, si Oui. vous voulez, scanner le QR code, pour poser vos questions. Je crois que ça apparaît du coup sur le côté. Voilà, c'est une proposition, je ne l'ai jamais utilisée, mais sinon, Emmanuel, peut-être que tu peux te faire la Oui. porte-parole si jamais il y a des trucs, mais en tout cas, je vous propose les 2 pour les gens qui sont hyper, appétents, avec les outils, numériques. Et oui, t'inquiète pas, hein, je suis le chat et je prends les questions pour toi. Super, parfait. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous parler, comme l'a très bien introduit, Emmanuel, de cette question de comment est-ce qu'on fait pour faire résonner l'utopie au cœur des transitions? Et je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai appliquée, cette question-là, à la Renaissance écologique, au sein de l'université Sorbonne Paris Nord en début d'année, de cette année. Donc comment est-ce qu'on va dérouler tout ça? Je vais d'abord vous faire un petit peu de contexte, heu, où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis obsédée par l'utopie et pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce moyen de cadrage, en fait, qu'est l'utopie pour animer cet atelier. Je vais vous faire aussi le contexte très rapidement de qu'est-ce qu'on a fait à l'université et dans quoi s'insérer cette fresque, parce que c'est aussi important de voir à quel niveau de la formation on l'a insérée. Et ensuite, je vais vous montrer, en surface, le déroulé, de la partie prospective à la partie, la plus intéressante, pour moi, parce que c'est aussi mon obsession, le récit. Comment est-ce qu'on a fait pour mettre en récit, la prospective créée par les participants? Heu, donc n'hésitez pas à poser des questions en cours de route. J'ai que 20 minutes pour vous, faire tout ce déroulé-là, donc je vais peut-être parler un peu vite, mais ça peut aussi nous laisser le temps pour échanger, plus en profondeur après. Voilà, donc on essaiera de s'adapter au mieux. Espèce d'utopiste, c'est moi. Je suis une espèce utopique. Donc je suis, Éléonore Claire, je suis une coach et facilitatrice. Je suis multifresqueuse, je suis facilitatrice. Je suis une ancienne consultante en transformation digitale qui a fait une crise de sens et qui a eu envie de me lancer, dans la transition écologique et l'accompagnement des grandes transformations. Et je suis aussi et surtout, obsédée des procédés narratifs pour se donner l'envie d'agir, et c'est un peu ce que je vais vous montrer là. Mais pour démarrer, une visualisation vaut 1000 mots. Et donc,
pour comprendre vraiment ce que c'est que l'utopie et comprendre, quelle est la démarche que j'entretiens avec ça, je voudrais vous proposer de commencer ce jeudi, pluvieux et grisonnant par, 1 ou 2 minutes de visualisation d'un avenir utopique. Et donc, pour ceux qui se sentent à l'aise avec ça, et qui sont d'accord, je vais vous inviter à juste fermer vos yeux et à prendre une grande inspiration et une grande respiration et une grande inspiration. Posez vos pieds sur le sol, mettre vos mains sur vos genoux et sentir en vous la relaxation. En inspirant d'abord, sentir tout votre corps et en expirant, sentir toute la relaxation rentrer en vous. Et alors que vous vous relaxez peu à peu sur votre chaise, les yeux fermés ou les yeux ouverts, je vais vous proposer de commencer à imaginer, à voir, à ressentir et à goûter toute la réussite de vos projets. Peut-être que vous êtes entrepreneur, peut-être que vous travaillez dans une entreprise, peut-être que vous êtes mère ou père de famille, et essayez d'imaginer un avenir plus heureux. Visualisez votre réveil, le soleil qui réchauffe votre peau. Imaginez ce qui a changé autour de vous. Ressentez dans votre corps, ressentez dans votre cœur la joie, le plaisir, l'apaisement, la sérénité. Qu'est-ce que vous avez accompli? Imaginez 2035, imaginez 2037, imaginez cet avenir au présent. Prenez une grande inspiration et observez ce qui a changé. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez accompli? Comment vous sentez-vous en sachant que vous avez réussi? Prenez une grande inspiration, une grande expiration et revenez gentiment parmi nous avec cette joie, cette sérénité, ce calme, avec ce soleil qui vient éclairer la pluie. Et peut-être que vous pouvez mettre dans le chat un mot de ce que vous avez ressenti. Peut-être que vous pouvez écrire sur un petit papier à côté de vous une action que cela vous a donné envie de faire. C'était juste une petite visualisation, un petit voyage dans le temps, un tout petit moment. Donc je vois sérénité, je vois merci. N'hésitez pas à partager. Lumière, couleur, il faut revenir déjà. Confiance, sentiment d'accomplissement. Donc là, en 2-3 minutes, des célébrations, on s'est projeté dans un autre monde. On s'est projeté dans une autre sensation, on s'est projeté dans un autre ressenti. Et tous ces ressentiments-là, tous ces sentiments-là, c'est des sentiments que moi j'associe à l'utopie. Et l'utopie dans une version particulière. L'utopie, pas comme l'irréalisable, mais peut-être comme l'irréalisé. C'est une phrase de Théodore Monod, qui a travaillé du coup sur l'utopie et je pense que cette phrase-là est la phrase à laquelle il faut qu'on s'attache tous collectivement dans le cadre de la transition écologique et sociale. Parce qu'aujourd'hui, on nous traite souvent d'utopiques, on nous traite souvent, de bisounours, mais en fait, on a besoin de ces utopies. On a besoin de ce sentiment de confiance, on a besoin de célébration, on a besoin d'amour et on a besoin d'imaginer un avenir dans lequel on a envie de se projeter. Arthur Keller, il dit: «Il faudrait opérer une véritable révolution philosophique et anthropologique dans les 10 ans à venir. Tant qu'on ne s'attaque qu'aux symptômes comme le climat, on va vers une série d'effondrements et pour faire cette révolution philosophique, on a un besoin impérieux,
qui est celui de changer d'imaginaire. Et de changer d'imaginaire à la fois dans nos sociétés, mais aussi notre imaginaire à nous, notre propre capacité à créer, notre propre capacité à imaginer autre chose. Et c'est vraiment moi mon intention avec cet atelier et avec beaucoup d'ateliers que je crée. L'idée, c'est de sortir de discours qui sont à la fois trop scientifiques, trop culpabilisants et terrifiants, parfois pas assez transformatifs. C'est vraiment des discours qu'on voit beaucoup et c'est normal, c'est des discours qui sont très alarmistes et qui sont nécessaires, mais qui sont pas suffisants et surtout qui sont pas assez porteurs d'action. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de réempouvoirer les personnes qui assistent à nos ateliers, à nos sensibilisations, nos formations. On a vraiment besoin de se réempouvoirer collectivement. On a besoin de valoriser nos ressources internes et externes. Et quand je dis ça, ça veut dire prendre conscience de ce qu'on a au présent, prendre conscience des gens qui nous entourent, des parties prenantes qui sont déjà engagées, de voir et d'observer tous les signaux faibles qui nous guident et de comprendre que tout n'est pas perdu. Et surtout, on a besoin infiniment de rendre désirable la transition écologique et sociale. On en a besoin parce qu'on ne va pas réussir à engager en se basant exclusivement sur la peur. La peur et la colère sont des émotions qui sont extrêmement nécessaires dans le cadre de tout notre travail parce que c'est aussi des moteurs d'action. Mais si jamais on est guidé par la peur et la colère, on manque de lieu vers lequel aller. On manque d'un imaginaire vers lequel aller et on manque aussi d'arguments qui donnent envie à des gens qui n'auraient pas envie de bouger, d'aller vers autre chose. Et donc du coup, tout l'enjeu de cet atelier, il était là. Il était de réussir à créer de la désirabilité, créer du pouvoir d'agir et aussi à comprendre qu'il y a des choses qui sont déjà là. Et c'est vrai que la fresque de la Renaissance écologique est hyper, a beaucoup d'intérêt là-dedans. Donc quel était le cadre de cette poussée d'utopie? C'est à la suite du rapport Jouzel-Abadi, il y a l'obligation de former tous les étudiants, à partir de 2025 aux enjeux de la transition écologique et sociale. Et l'université Sorbonne Paris Nord, qui a des gens, très investis sur le sujet, très engagés, a voulu, prendre un peu d'avance et former des professeurs et donc ils sont plutôt basés sur la base du volontariat et ça, c'est important. Tous les gens qui ont participé à la formation voulaient participer à la formation. Donc c'était des gens qui étaient déjà assez sensibilisés et de toute discipline à la transition écologique. Donc on a créé avec l'association Citoyens pour le climat avec laquelle, j'ai co-construit cette formation, une formation sur 5 modules de 2 jours et demi. Donc chaque module faisait 3 heures, pour faire d'abord un grand état des lieux, un peu terrifiant évidemment de, qu'est-ce qui se passe? À la fois d'un point de vue, climat, carbone, on a parlé d'énergie, on a parlé de la crise de la biodiversité, on a parlé santé, on a parlé de l'océan, on a parlé aussi, de l'habitat et des transports. Dans chaque module, c'était un mix entre de la conférence et des petits ateliers de facilité que j'avais créés, pour faire réfléchir et mettre vraiment dans l'action et la réflexion et pas faire que du descendant. C'est une formation qui a pris énormément de temps parce qu'on a pris 3 mois pour, la dérouler, pour essayer d'engager un maximum de monde. Donc on a fait 74 sessions. En conférence, on était, entre 15 et 35 participants et les ateliers de la Renaissance écologique, on était, au maximum 16 participants et on était 2 animateurs, donc moi et Piotr Banasiak, que je remercie infiniment d'avoir, animé et collaboré avec moi dans la création de ce module. Donc ça, on pourra en je vais pas trop dedans pour qu'on puisse, s'attaquer à la renaissance écologique, à vraiment ce qu'on a fait. Mais c'est vraiment pour comprendre que, heu, quand on est arrivé à la fin, à la renaissance écologique, tous les participants avaient déjà un état des lieux de ce qui se passait. Ils avaient un état des lieux de, pourquoi est-ce que la situation est problématique et comme on était sur des professeurs volontaires, on était aussi sur des gens qui étaient déjà plus ou moins engagés. Il y a des gens qui étaient pas du tout engagés, qui connaissaient rien au sujet, qui sont arrivés à la fin, en connaissant un peu plus du coup. Mais ça crée quand même un biais qu'il faut garder en tête, parce que, c'est toujours, la difficulté, dans l'engagement. Mais là, on était avec des gens qui étaient pas tous hyper engagés, mais on était en tout cas sur des gens volontaires qui avaient compris au moins à minima qu'il y avait un problème et surtout on n'avait aucun climato-sceptique, parce qu'ils n'auraient pas supporté, d'écouter des gens bavasser, des données scientifiques, pendant, 74 sessions. Tout le monde n'a pas fait 74 sessions. Goûter la prospective, je vais vous expliquer, qu'est-ce qu'on a fait du coup, pendant cette fresque.
On a eu 3 étapes, je l'ai conçu en 3 étapes. Il y avait une première étape qui était celle de l'embarquement. On a fait, une première partie de prospective grâce à la fresque. On s'est projeté dans le futur et au lieu de faire une visualisation, du coup, on a pu utiliser la fresque comme moyen de visualisation puisqu'elle est déjà là. C'est ça qui est génial avec cette fresque-là. Ensuite, on a eu la planification d'une transformation désirable, donc la planification de cette transition de l'université et la partie mise en récit, du témoin du futur, qui est un atelier du coup que j'ai conçu, de mise en récit. On a commencé l'atelier par une plongée dans le futur. Donc la première chose que les personnes, recevaient en arrivant, c'est que, bon, on faisait l'accueil, normal et après je leur lisais ce texte donc je vais pas le lire là, vous pouvez le lire très rapidement, mais l'idée était de faire un texte qui, déjà projeté dans le futur, pour partir sur un exercice de prospective qui fait réfléchir à partir de 2035 vers le passé et pas du présent vers le futur. Avec cette idée que quand on commence à penser à partir du présent vers le futur, eh ben, on part avec tous les empêchements du présent, on part avec toutes les difficultés. Et donc moi, je voulais déjà créer dans la tête des participants le fait que c'était bon, c'était déjà gagné, on avait déjà réussi et que tout l'atelier allait simplement dérouler comment est-ce qu'on avait réussi. Et donc ça, c'était vraiment la première intention, dès l'entrée de l'atelier. Ensuite, on a eu la partie, là, je vous présente un peu ce qu'on a fait avec la fresque. Donc là, pour les personnes qui ne connaissent pas la fresque de la Renaissance écologique, voici la fresque de la Renaissance écologique. Et là, j'en profitais aussi pour expliquer aux participants que la fresque, n'est pas forcément une utopie, mais plutôt une prototopie. C'est-à-dire que tous les éléments de la fresque sont des éléments qui existent déjà, qui ont été rassemblés en un seul lieu. Et donc déjà là, ça met un espèce de souffle dans l'esprit des participants, de se dire que, c'est peut-être pas si accessible que ça. Peut-être qu'en fait, on n'a pas tout à réinventer. Peut-être qu'il y a juste un tout petit problème de volonté politique. Donc on a utilisé la fresque comme outil de médiation pour la partie inspiration. Donc on a proposé aux gens de regarder la fresque, de voir ce qui les inspirait, de voir comment est-ce que tout ce qui existe peut être appliqué à l'université. La problématisation et la planification. La problématisation, dans la phase de problématisation, hem, en fait, on avait 3 thématiques, donc on a réparti les participants sur 3 thématiques qu'on avait choisies, au préalable des ateliers. Donc on avait, l'enseignement et la recherche, l'université au cœur de la société et l'engagement étudiant. Donc on avait environ 4 personnes par groupe, et certaines thématiques, étaient, dupliquées, et du coup les personnes dans chaque, thématique, devaient trouver une problématique très précise, à traiter durant l'atelier. Hem et donc sur la partie problématisation, on l'a fait en 2 étapes. On a fait une première étape où ils devaient d'abord chercher une problématisation à partir du brainstorm qu'ils faisaient sur la fresque. Ensuite, on faisait l'introduction des 24 chantiers, pardon, des 24 chantiers, de Julien Doncier et ils devaient reproblématiser à partir de la systémie. Donc déjà, ça faisait une nouvelle introduction à la systémie. Et ensuite, ils devaient planifier. Et pour faire la planification, c'est-à-dire pour, répondre à leurs problématiques, voir comment est-ce qu'ils répondaient par des projets, par des actions, par des événements, ils avaient 3 règles et donc là aussi le cadrage était extrêmement important. J'ai pris un temps, vraiment important pour faire ce cadrage. Ils avaient une première intention pour la phase de planification qui était celle de faire peur à l'impossible. Et donc je leur disais que ça faisait partie c'était un peu comme un slogan, ce truc de faire peur à l'impossible, mais que c'était important à garder et surtout c'était important d'être co-responsable de cette notion-là, de faire peur à l'impossible. C'est important parce qu'on a toujours la voix dans la tête qui nous dit que c'est impossible et qu'on va pas y arriver et que, de toute façon, surtout quand on est dans des très grosses organisations comme une université, au demeurant un cadre public, il y a toujours des problèmes de budget, il y a toujours des problèmes de, c'est pas le bon président, il y a toujours des problèmes de, comment est-ce qu'on fait bouger autant de monde? Et donc là, l'idée, c'était de se couper de cette barrière-là, de l'impossibilité, de faire peur à l'impossible et de vraiment aller chercher en soi l'envie du possible. De cultiver la désirabilité, ça, c'était vraiment la réflexion de toutes les actions, proposées devaient donner envie et ne pas, provoquer de la réactance. Donc pour répondre à la problématique, ils avaient cette obligation de ne pas utiliser des techniques, prohibitives, des techniques qui, excluent, des techniques qui font peur. Ça, c'est un vrai défi, très difficile à relever, mais qui est hyper intéressant, cognitivement.
et partir du point d'arrivée, donc toujours dans cet esprit de prospective, c'est-à-dire que la première action qu'ils devaient trouver, c'était la dernière et ensuite ils devaient, faire un retour en arrière. Pour guider les réflexions, tout l'atelier était guidé par des trames. Moi j'adore les trames, j'adore quand les choses sont très cadrées et donc du coup, tout était cadré, donc ils avaient, leur timeline, en roadmap qu'ils devaient remplir, en groupe, donc toujours avec le cadrage de l'intelligence collective aussi que je reprécise pas parce que j'imagine qu'ici on le connaît un peu et ensuite une fois qu'ils avaient, du coup tout ça bien rempli, donc ils avaient tous les événements, l'idée c'était pas de s'arrêter là. L'idée c'était de mettre en récit et pourquoi on va mettre en récit? Déjà, pour vivre la projection. Pour la mise en récit, ce que je leur ai proposé, c'est de faire, un exercice que j'ai appelé le témoin du futur. C'est-à-dire qu'ils devaient imaginer une personne qui avait vécu tous les événements qu'ils avaient marqués ici. Et donc d'un seul coup, ils sont obligés d'imaginer une personne, de rentrer en empathie avec cette personne, d'imaginer comment elle reçoit et qu'elle perçoit tous les événements qui se passent. Et donc du coup, ça rend concret tout ce qui se passe. Ça rend concret tous les événements qu'ils mettent en place et comme ça rend concret qu'ils vivent la projection et ben, ils ressentent par défaut, en fait, juste en faisant l'exercice, ils ressentent toute leur capacité d'action à eux. Parce que s'ils ont été capables de créer et que ça a un impact sur quelqu'un qu'ils ont créé, en fait, dans le cerveau, c'est pareil. Dans le cerveau, ça fait l'effet d'une action qui est relevée. Ensuite, il y a un autre avantage à la mise en récit et globalement à tout l'atelier, c'est le collectif. C'est le fait de faire quelque chose ensemble, de co-construire ensemble et comme je le disais au début, c'était des professeurs, transdisciplinaires. Donc tous les ateliers, il y avait, un prof de chimie, un prof de sport, un prof de sociaux, une prof, de physique, une prof d'informatique. Enfin, il y avait vraiment de tout, qui devaient travailler en collectif, créer du lien en collectif et ça, c'était vraiment très important. Et c'était aussi l'idée de relever un défi. Personne quasiment, à part, des gens comme moi qui s'amusent à faire ce genre de truc, n'écrit quotidiennement, n'écrit pour, penser à un autre avenir, n'écrit pour penser à un avenir, différent. Très rares sont les personnes qui écrivent aussi ensemble. Très rares sont les moments d'écriture de fiction et donc relever ce défi dans un temps très court, ça crée aussi un précédent, dans l'histoire de se dire: «Bah, si on a réussi à travailler en collectif pendant 5 minutes, 1/2 heure, 1 heure, 3 heures pour créer un avenir durable. Imaginons ce qu'on peut faire en 2, 3, 4, 10 ans». Donc ça, c'était tous les bénéfices de la mise en récit. Pour le faire, on avait encore une trame, où en fait, ils devaient, commencer par, définir leur témoin, qui c'était. Donc c'était vraiment un témoin qui avait vécu les choses, donc c'était un témoin dans l'université, mais qui pouvait complètement inventer, de toutes pièces. Ils devaient lui donner un prénom, un âge, un métier, potentiellement aller le chercher sur la fresque s'ils avaient le temps et en reprenant, tous les événements qui s'étaient passés sur, chacune des périodes de temps, réfléchir aux impacts que ces périodes avaient eus et potentiellement aux challenges qu'ils avaient eus personnellement, enfin que leur personnage avait eu personnellement, vis-à-vis des événements. Quelles étaient les émotions et cetera et après ils avaient entre 10 et 15 minutes pour rédiger ce récit à 4 mains et à la fin, on a eu 42 récits à la fin de tous les ateliers. Donc à la fin de chaque atelier, chaque groupe lisait son récit et donc on avait un moment de partage, hem merci. On avait un moment de partage, du coup, de ces récits qui est toujours un moment extrêmement émouvant parce que déjà, c'est très émouvant de partager sa création. C'est très émouvant de voir, de ressentir le plaisir parce que du coup quasiment tous les il y a des gens qui ont plus ou moins réussi évidemment, mais la majorité ont réussi à avoir un récit qui était vraiment désirable et qui donnait vraiment envie. Je sais pas si je peux zoomer là, mais je pense que je pourrais vous partager les slides après, mais bon, il y en a 42 donc je voulais pas vous en partager plein, mais c'était pour vous dire après on les a mis en forme pour qu'ils puissent les partager, et les garder parce qu'un récit a de la valeur lorsqu'il est partagé. Et donc on a eu 42 récits, donc ça recrée une fresque dans la fresque. Ça, c'est intéressant aussi. Mais ça aurait été, bien, ça c'est un peu mon retour d'expérience, c'est que j'aurais adoré pouvoir poursuivre l'expérience et après faire encore plus avec ces récits, mais en tout cas on avait ces récits et on va pouvoir les réutiliser. Qu'est-ce qu'ils ont tiré de cet atelier? Beaucoup de joie et ça, c'est hyper important pour moi, parce que le sujet de la transition écologique et sociale est particulièrement, morose, mortifère, déprimante et en fait après, 4
module, particulièrement difficile, finir sur un module où on ressent de la joie, où on ressent de l'optimisme, où on ressent un sens du possible, c'est très important. Il y avait aussi des pistes d'action et d'espérance parce que du coup même si on était sur un cadre utopique, d'aller chercher quelque chose d'hyper ambitieux, d'incroyable, les pistes d'action étaient réelles, les pistes d'espérance l'étaient aussi. Il y avait vraiment du concret et c'était d'autant plus concret qu'ils l'avaient imaginé, vécu par quelqu'un qui les qui les ressentait et ce qu'ils en ont tiré aussi qui est, à mon sens, aussi un point extrêmement important, c'est le sens du commun. Tous les récits qui ont été créés aboutissaient à un avenir à peu près similaire qui respectait les limites, sociales et planétaires. Donc là, j'ai écrit, «On veut tous du donut». J'écris mal, mais du coup, c'est ce qui a marqué. Et ce sens du commun, il était absolument essentiel. Ça a été vraiment les retours qu'on a eus à la fin de l'atelier. On a eu les retours de, c'était extrêmement challengeant, mais génial. Ça rend optimiste, ça donne confiance, ça donne envie d'agir. Je ne me rendais pas compte que, autant de personnes à l'université étaient engagées et avaient envie de faire des choses. Il y a des clubs des clubs pour faire des potagers qui sont nés, des gens qui ont voulu lancer des initiatives de troc. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées de ça. Alors après, je suis pas à l'université, je ne sais pas s'ils les ont vraiment mis en place, mais en tout cas, ça les a motivés et ça a fait qu'ils se sont vus, qu'ils se sont sus et qu'ils ont eu envie d'agir ensemble et pour ça, c'était vraiment une réussite, au-delà de mes espérances personnelles. Et voilà. Et ouais, ils se sentent moins seuls. Et donc j'ai un peu dépassé mes 20 minutes, mais j'espère que j'ai été suffisamment claire et maintenant je suis très heureuse de répondre à toutes vos questions. Superbe, merci beaucoup Éléonore. Non mais t'inquiète, on est encore dans les temps, il est midi 7 et du coup, bah, ça nous laisse du temps. Enfin, on a le minimum de 20 minutes pour rentrer dans les questions-réponses. Bah déjà, en fait, peut-être que vous avez envie de vous exprimer et d'exprimer justement votre gratitude ou un ressenti en fait sur ce que vous venez d'écouter parce que moi j'ai trouvé personnellement que c'était très agréable. Mmh. Les slides sont très jolis, tu dessines super bien et c'est couleurs très Merci. belles et on reconnaît le coquelicot, hein, Oui. voilà, qui est la touche perso d'Éléonore. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat parce que ça fait aussi du bien à Éléonore. Et puis à nous aussi de se dire tout le bien de ce qu'on pense, de ce que font les autres. Et c'est important. Et, et voilà, et puis on va pouvoir rentrer dans les questions-réponses. Si vous voulez poser vos questions, alors vous pouvez les poser dans le chat. Mais sinon aussi, vous pouvez utiliser en fait dans les réactions, vous pouvez lever la main et vous allez apparaître en ordre chronologique, on va dire, dans l'écran et je vais pouvoir vous donner la main. Avant ça, je voudrais juste lire dans le chat en fait les petits mots gentils, Mmh, les petits très chauds touchée. doudous. Voilà les petits chauds doudous. Merci, bravo, waouh, bravo. La joie, super carburant. Où j'en suis? Ah mince, la joie, super carburant. Oh zut. Projet super inspirant. Mille merci pour ce travail et les échanges. Super module, utopie, futur désirable, récit, les ingrédients y sont, l'outil est puissant, très inspirant, très pédagogique. Merci Éléonore. Euh, Fascinante à la place que tu confères au récit dans la fonction de creuser les imaginaires. Cela donne envie de poursuivre cette perspective. Ça fait penser à la fresque des nouveaux récits. Qu'en penses-tu? Merci Éléonore pour le partage. Question. Ah, première question. Que je lis dans le chat et ensuite je te donne la parole, Aura. Comment motiver les enseignants à consacrer 2,5 jours? Eh Écoute, ben, c'est une excellente question. C'était très difficile, et de facto, en fait, on est parti sur la base du volontariat aussi pour ça. Il y a eu plusieurs leviers qui ont été utilisés. Il y a eu une déperdition, entre le premier module et le cinquième, évidente, parce que la vie et les professeurs sont très, très, très occupés. Ils ont beaucoup de choses à faire et on a fini, les derniers modules en mai-juin, donc sur la préparation des partiels, hem
donc c'était très difficile. Il y avait un argument d'autorité qui était celui du rapport Lousel-Abadi. En fait, le fait que en fait, les universités vont être dans l'obligation de former leurs étudiants. Il y a un moment où les étudiants, ils vont se retrouver dans une dissonance cognitive qui est, trop forte. Si jamais les profs ne se mettent pas, en chemin pour changer leur mode de conception, changer leur méthode pédagogique, changer, ce qu'ils disent dans leurs cours, en fait, les étudiants vont se retrouver avec un module en début d'année où ils apprennent, les lignes planétaires et après faire un cours de marketing où on leur dit, «Utilisez un maximum de goodies, en plastique, biorecyclé», je sais pas quoi. Enfin, va y avoir une dissonance cognitive qui va se créer et ça, c'est vraiment un argument d'autorité qui était assez fort. C'était, si vous n'avez pas envie, de refaire, de façon très rapide tout votre programme, en 2025-2026, et après, faites-le maintenant et surtout, faites-le avec d'autres gens et utilisez la force du collectif pour le faire. Ce qui était aussi engageant, c'était le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de enfin, l'objectif était d'avoir un maximum de personnes, mais en fait, on l'avait calibré pour 300 profs à peu près, 200-300 profs, je me souviens plus. Alors qu'il y en a plutôt 1000, enfin, il y en a plutôt plus, je sais je suis très nulle en chiffres, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. On avait proposé, pas pour tous les professeurs, parce qu'on savait que tout le monde ne le ferait pas, mais moi, il y a quelqu'un qui a parlé de la fresque des nouveaux récits que j'anime et en effet, la deuxième partie, elle est aussi inspirée en fait, elle est inspirée des ateliers du Topic Fiction dont s'inspire la fresque des nouveaux récits que j'anime et que j'adore, et qui est vraiment un outil, au top. Dans la fresque des nouveaux récits, on parle souvent du point de bascule et de se dire qu'il y a besoin de 10 à 15% de personnes à embarquer. Et donc, du coup, si on a déjà 200 à 300 professeurs sur 1000, 2000, en fait, ça fait déjà un point de bascule qui peut potentiellement s'activer. Il faut aussi se concentrer sur ce qui est actionnable et ce qui est faisable et pas forcément aller se mettre en échec. Mais en tout cas, le fait qu'il y avait beaucoup de gens, le fait que c'était transdisciplinaire, donc que ça permettait aux gens de se rencontrer, ça, c'était aussi quelque chose qui était valorisable et l'autre levier d'engagement, c'est le fait que l'université a investi beaucoup dans ce projet et donc ça nous a permis de proposer énormément de modules, enfin de créneaux, en fait. Chaque module, on l'a fait 12 fois. Mmh. Donc, on l'a fait 12 fois sur 3 sites différents et donc du coup, ça fait qu'il y avait pas vraiment d'excuses. Il y avait, le lundi matin, le mercredi après-midi, le jeudi matin, il y avait, à Villetaneuse, à Bobigny, à Saint-Denis, pour qu'il y ait pas l'excuse de: «C'est trop loin», pour qu'il y ait pas l'excuse de: «Je suis jamais dispo les lundis matins» et donc du coup, on a essayé de brasser un maximum de monde. Et après on a fait au max. Mais il y a eu une petite déperdition, pas si grosse que ça en réalité et surtout, les gens étaient contents à la fin et ça leur a permis après d'aller dans un autre module qui était pas organisé par moi, mais qui était organisé par le campus de la transition. Donc il y a d'autres gens qui sont allés au campus de la transition après et donc ça faisait partie, en fait, il faut vraiment ancrer, cette idée que le temps long est essentiel et ça, c'est très difficile et j'ai pas de solution miracle. Mais quand on travaille avec des gens à l'université qui sont convaincus de ce truc-là ou dans une entreprise, parce qu'en fait, là, ce module-là, je l'ai conçu pour l'université et les thématiques sont pour l'université, mais en fait, si on trouve des thématiques autres, on peut le réangler totalement. Heu, Faut trouver des si jamais, des gens nous écoutent, écoutez-nous, il faut du temps long, pour, faire des transitions aussi importantes, pour apprendre des sujets aussi compliqués. Il faut des gens motivés. Mais, c'était pas facile. Et après, on avait aussi des trucs techniques, genre on avait une plateforme de réservation qui était bien faite, qui était claire, on avait fait des communications, enfin il y avait c'était de la gestion de projet, très globale quoi. Mais c'est bon, tu prends une autre question parce que je brode beaucoup. Non, pardon. Du coup, je donne la parole à Aura. En fait, je me rends compte que depuis tout à l'heure, j'ai mon micro qui est coupé. Je peux pas Ah, parler. Pardon, excuse-moi. Donc, il y avait Aura qui levait la main. Ensuite, ce sera Aurélie. Ensuite, c'est Cécile. Merci à toi, Emmanuel. Ah, vous m'entendez bien? Oui. Ouais, super. ouais. Bah, déjà aussi un gros merci donc à toi, Éléonore, et un énorme bravo. Donc là, toi, la démarche que tu présentes me parle énormément et j'ai beaucoup trop de questions et de sujets à aborder pour ce rendez-vous de cette heure heureuse. Mais par contre, je te contacte en parallèle sur LinkedIn et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Donc, dans l'immédiat, j'ai envie plutôt de poser la question, du coup, maintenant, c'est quoi l'horizon? Où est-ce que ça va? C'est quoi la prochaine étape? Eh ben, moi, je ne travaille plus pour l'université, donc je n'ai pas accès à ces informations. La suite de notre module, c'était le campus de la transition. Donc le campus de la transition, eux, ils avaient plutôt pour objectif d'aider les professeurs à intégrer toutes les connaissances, au sein de leurs, cours, et d'apprendre des nouvelles techniques pédagogiques. Je sais que c'est pas encore fini parce que c'était, normalement ça commençait en je crois que ça a commencé en juillet et que ça finit en décembre, donc les professeurs, motivés, sont, au campus de la transition actuellement. Après, il y en a j'ai des professeurs qui m'ont ajouté sur LinkedIn et que je vois réutiliser les outils que je leur ai transmis pendant la formation dans leurs cours. Donc ça, j'étais super contente. Mais voilà, je ne sais pas exactement et ça, c'est un peu mon point de frustration permanent dans tous les accompagnements avec des fresques globalement, c'est on a toujours un peu le sentiment du «et après». Heu, Moi, j'aurais adoré typiquement avec les récits pouvoir les réutiliser, pouvoir faire, une exposition, pouvoir, proposer aux professeurs de faire exploiter les récits par leurs étudiants, et en fait, ils en ont la liberté de le faire. Il y a plein de perspectives à faire. Après, moi personnellement, je suis pas dedans là, mais je sais qu'ils continuent on avait fait, la formation aussi des professionnels des professionnels administratifs qu'on appelle les BIATS à l'université. Donc en fait, à l'université, ils continuent d'essayer de former et après, faut avoir les fonds de financement pour pouvoir former et continuer d'avancer. Mais en tout cas, dans cette université, je sais qu'il y a beaucoup de gens motivés et qui ont envie de faire des choses. Je sais que c'est aussi le cas dans plein d'autres écoles. Là, j'étais à l'EDEC, pour faire la fresque des nouveaux récits. Il y a des écoles qui commencent à se bouger, notamment grâce au rapport Jouzel Abadi qui va un peu obliger tout ça. Heu, Tellement de perspectives à faire, mais besoin de, comme d'habitude, volonté, motivation, financement. Mais on est là. Ok. Bah, merci à toi. Et alors là, je crois que je laisse la main à Aurélie et juste, je voudrais ajouter, bah, de toute façon, Emmanuel qui connaît l'initiative Ball. Je ne sais pas si tu peux juste laisser le lien dans le chat pour ceux que ça peut intéresser, parce que c'est exactement ce que tu fais et surtout la continuité. Comment est-ce que tout ça ensuite permet vraiment de faire germer des choses sur les territoires. Donc, je mets peut-être juste le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse, parce Ah ouais, que j'espère avec vraiment qu'on plaisir. continue sur le LinkedIn. Ça, un grand merci. Et, bah, on passe Merci la à main. toi. Merci Aurélie, on te donne Oui, la parole. bonjour à tous, merci pour cette présentation. Euh, en l'écoutant, bon déjà, j'ai pas tout compris, c'est clair, parce que je crois que c'est vraiment le maillon qui me manque, moi, pour pouvoir aller plus Mmh. loin aujourd'hui. J'essaie de sensibiliser tous les étudiants de deuxième année d'un département technique de commercialisation d'un IUT. Des étudiants qui sont pas forcément faciles à sensibiliser parce que bah, dans le commerce, hein, c'est pas trop ce qu'ils visent, hein, la sobriété, donc voilà. Et c'est vrai que des fois, donc ils passent la fresque du climat, l'atelier d'automne, et ensuite j'ai des séances de TD avec chaque groupe pour pouvoir aller plus loin, décortiquer. Maintenant, je pense qu'effectivement, pour que je ne baisse pas les bras et que je reste en action, il faut que je développe cette partie-là. Donc, quand on a sur le développement de nouveaux récits et l'utopie. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez, moi qui suis jamais allée vers dans ces parties-là, par quoi je peux commencer en fait pour moi me former peut-être et après aller embarquer mes jeunes dans ces utopies Mmh. réalisables, on va dire. Moi, je te conseillerais de commencer par la fresque des nouveaux récits, qui est un atelier de 3 heures, qui est enfin, vraiment, elle est très forte là-dedans. Je vois, qu'on en parle dans les commentaires, qui est critiquable, parce qu'il y a pas de source scientifique ou de lien avec les recherches sur le lien entre les récits et le pouvoir d'agir. Mais en fait, elle part, de la phrase des nouveaux récits, elle parle du fait qu'aujourd'hui, on est entouré de récits dominants, enfin Mm. qu'on est une espèce fabulatrice, qu'il y a plein de choses qui se passent autour de nous et que c'est les récits qui façonnent, nos comportements puisque dans les récits, on transmet des valeurs, on transmet des croyances et que ces valeurs et ces croyances sont le socle de nos comportements et donc du coup, on comprend ça avec la fresque des nouveaux récits et ça, pour le coup, c'est très sourcé, hein. C'est pas le lien entre récit, histoire fictive et le pouvoir d'agir, mais par contre, le lien entre,
croyances, valeurs et comportements et comment est-ce qu'on transmet ces croyances et ces valeurs. Ça, c'est extrêmement sourcé et c'est pour le coup, c'est de la science, molle et pas de la science dure. Donc c'est pour ça que parfois il y a des gens qui crispent un peu, mais la science, la sociologie et les neurosciences, c'est aussi de la science. Donc je te conseillerais de faire la fresque des nouveaux récits. Après, on a de la chance parce qu'en ce moment, le sujet des nouveaux imaginaires et des nouveaux récits est en train d'être, attaqué. J'aime pas le terme, mais genre on commence vraiment à avoir beaucoup de réflexions sur le sujet, et il y a 2 ressources qui sont sorties ces 2 dernières semaines, que je n'ai pas encore lues entièrement, mais qui sont très intéressantes. Il y a un document de l'ADEME, écrit par Julien Dolé ou Odolet, un document de l'ADEME sur, la mise en récit. Je ne me souviens plus exactement du titre, mais si tu tapes ADEME nouveau récit, tu vas avoir énormément de choses et notamment, l'ADEME a utilisé la renaissance écologique pour créer des récits eux-mêmes, dans le cadre de l'inspiration de la transition. Donc, ça c'est aussi quelque chose que je mets en exemple quand je fais l'animation de cette fresque-là. Julien Collet, merci. Hem Et il y a la Fabrique des transitions aussi, qui a travaillé, sur, un document pour expliquer la mise en récit, mais la mise en récit, pas exactement comme moi je le fais, qui est plus un atelier d'utopic fiction. Eux, ils ont vraiment une réflexion de mise en récit qui est aussi passionnante sur plutôt comment est-ce que le récit accompagne le changement au plus grand enfin et donc là, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de choses écrites. Après, moi, je suis rentrée aussi dans le sujet des récits par la science-fiction, par des lectures genre de Damasio, par des lectures des éditions de La Mer Salée. Il y a un Je fais la pub, l'édition La Mer Salée sort tous les ans un livre qui s'appelle Les Utopiennes, avec, des nouvelles utopiques, qui réfléchissent sur des sujets. Donc là, c'est pareil, c'est des leviers d'inspiration, extrêmement importants. Et déjà, si tu commences à faire ça, après oui, je voyais, Voyage en 2030 glorieuse, hyper intéressant Je atelier me aussi, permets, je me ouais, permets, Éléonore, on parle de la renaissance ouais, écologique aussi. Est-ce qu'on peut proposer la renaissance écologique pour faire ce genre bah d'exercice? oui. Ok. Ah bah oui, bah moi j'utilise la renaissance écologique pour faire ce genre d'exercice, donc tu peux aussi utiliser la renaissance écologique. Du coup, je rappelle quand même que la Ouais, renaissance écologique, c'est ça. du coup, sa raison d'être, c'est de faire émerger et de mettre en œuvre des nouveaux récits. Je crois que du coup, le support que tu as utilisé pour ton cours t'a permis et t'a aidé pour le faire. Et je pense que c'est important aussi de le proposer euh, Ouais. à notre public aujourd'hui. Oui, c'est vrai, en fait, les évidences m'attrapent, en fait, chercher d'autres choses que la fresque des nou de la Renaissance écologique, mais la Renaissance écologique et tu as le livre de Julien Dossier, tout bêtement, La Renaissance écologique, qui parle beaucoup de nouveaux imaginaires, mais, de façon hyper pragmatique, donc c'est aussi, pas mal pour s'ancrer. Voilà, mais après on peut s'en reparler parce que peut-être que, Il y a une enfin, question encore de ouais, Cécile, en effet. ouais, Oui, le pardon. j'étais en train de mettre un truc, c'était par rapport au site de Bernard Werber sur l'arbre des possibles aussi, c'est le même principe sur les récits. Oui, ma question, c'était par rapport à cette loi que je connaissais pas apparemment, donc relative à l'obligation d'enseigner. Est-ce que ça s'adresse, quand on dit étudiant, c'est quel type d'âge? Parce que moi, j'ai voulu essayer, enfin, j'ai fait une tentative avec des beaucoup plus jeunes, des collèges, mais j'ai réduit parce que 3 heures, c'est trop, 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 trop long. Donc, je voulais savoir si l'obligation aussi s'adresse à des plus jeunes. Alors là, l'atelier que j'ai fait s'adressait à des professeurs et des doctorants, donc Oui. juste pour le truc. Le rapport José Labadie, il dit que tous les socles licences doivent être formés. Donc c'est à partir de licence, donc c'est plutôt, 18 ans. D'accord. Après, je connais mal le milieu de l'éducation collège-lycée, je pense qu'il y a des outils super, tu vois, il y avait une association avec Ma Petite Planète et la Renaissance écologique, qui a un atelier qui ressemble beaucoup à celui que j'ai fait aussi, qui est vraiment top, que tu peux regarder et qui est beaucoup plus adapté en termes de temps, parce qu'il me semble que c'est 3 fois 45 minutes au lieu de faire, je suis pas sûre de ça, Emmanuel, si tu veux me contredire, vas-y, mais Non, en tout c'est cas, ça. ouais, Et en tout justement, cas, c'est adaptable.
Ouais. D'accord. Je viens Même de- des fois pour des publics mixtes, enfin d'adultes, ça permet d'adapter, enfin 45 minutes, c'est des fois beaucoup plus souple que 3 heures pour trouver le temps dans une Mm. journée d'activités multiples sur un thème, voilà. Ouais. Oui. Mais tu vois, même cet atelier, c'est toujours des questions de temps. En fait, c'est plus facile pour les adultes, pour les professionnels, c'est plus facile de les mettre dans une salle et de les enfermer pendant 3 heures que de leur trouver 45 minutes, à droite, à gauche. Mhm. Pour avoir un même groupe et donc du coup, là, on le fait en 3 heures. Je trouve que l'atelier, il perdrait pas du tout son sens à le faire, de façon divisée, c'est-à-dire avoir un moment d'inspiration de 45 minutes où vraiment on prend connaissance de la fresque avec peut-être, un mix avec, de l'apport d'inspiration un peu plus fort sur, ce qui se passe, un peu partout. Avoir Mhm. une partie de planification, 2-3 semaines après, une fois que ça a maturé, d'avoir une partie, écrit après ou alors de mettre l'écrit à la fin de chaque phase pour construire quelque chose au fur et à mesure. En fait, c'est ça qui est magique avec cette fresque, c'est qu'elle est très, très maniable, très malléable et en fonction des publics, en fonction du temps dont on dispose, en fonction de la volonté aussi, de nos clients et clientes, on peut faire plein de choses d'hyper intéressantes. J'imagine moi, je connais très mal les publics, enfants. Du coup, je ne saurais pas dire, mais en effet, 45 minutes, ça me semble être un maximum parce que Oui, oui, tout déjà, à fait. les adultes, 3 heures, je trouve que c'est toujours un peu long. Ouais. Mais moi, je mets des grosses pauses pour, permettre aux gens de souffler un peu, mais voilà. De l'autre côté, j'ai aussi la chambre d'artisanat et du commerce qui me sollicite. Donc, là, j'aurais proposé des 3 heures, quoi. Voilà. Mmh, D'accord. ouais. Je sais pas si j'ai répondu du coup, mais Merci, merci. Oh non, 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 ça m'a donné des pistes. J'ai plein de petits chats de petites réponses. Beaucoup super. à tous. Super. Oui, je me suis permis de repartager du coup dans le chat notre page où vous pouvez télécharger en fait gratuitement des ressources pédagogiques et notamment en fait la séance dont tu parlais, Léonore, sur Mmh, la séance d'écriture qui avait été co-rédigée, enfin qui avait été co-rédigée à l'occasion du challenge Ma petite planète de février 2023, non 2024 pardon. Et certaines co-autrices sont d'ailleurs dans le chat, elles nous écoutent. Et, et voilà, il y a aussi le guide Be You de la Renaissance écologique qui est intéressant aussi à faire pour la cible 13-25 ans. Et là, en fait, il y a tout le guide d'animation, il y a même des vidéos, etc., tutoriels, donc c'est très intéressant. mmh. Merci beaucoup pour ces questions. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Et j'ai une petite nouveauté surprise à présenter. Mmh. En 2 minutes, Oui, c'est en 2 minutes. qui nous demande la parole. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit pas, c'est flou derrière toi. Ou alors la Alors, surprise est une boîte à chaussures. Non, je pense que c'est ah, l'allégorie. Ça ressemble à la ça sienne, hein. semble- Ouais, Ah oui! Ah oui! je pense qu'on est carrément bon, dans la salle de la paix. Ouais. ouais, j'ai créé une maquette en fait. Oh, avec des Ah, c'est Playmobil. génial. Mais c'est assez flou. On fait un nouveau Ouais, livre. mais là je sais pas comment le présenter. Bon, c'est 3D. flou. Là, on C'est voit. parce que tu as flouté ton fond, Julien. Ouais. Ah ouais. Tu as flouté Alors, ton faut que je fond. fasse ça comment? Et donc, on Blur va my mettre. background. Voilà. Bon, bah là. Ok. Voilà. Ah Bienvenue à oui. Ciel, les amis. Oh là là. Et donc, du coup, on va jouer au Playmobil. Ben surtout, ça permet de bien comprendre l'organisation de la pièce et puis de représenter aussi là, le mauvais gouvernement et puis là j'ai fait une intervention où euh, D'accord. j'ai démarré comme ça et puis les gens pensaient qu'ils étaient à Sienne. J'ai fait coucou. Ah, coucou. Alors attendez, parce que du coup, je me permets, parce que Julien arrive comme ça, comme un cheveu sous la soupe. C'est la maquette de l'original, quoi. Ça. C'est ça, mais Ouais, 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 ouais. Julien Dossier est donc l'auteur de la Renaissance écologique. Merci de ta participation
et de cette nouveauté. Et donc, Julien nous présente là une maquette de l'allégorie des effets d'un bon gouvernement, peinte Et du gouvernement, c'est l'allégorie complète. Hein. des effets d'un mauvais gouvernement, peinte par Ambrogio Lorenzetti en 1338. Et en fait, la fresque de la Renaissance écologique s'inspire de l'allégorie des effets d'un bon gouvernement. C'est une traduction contemporaine qui a été créée par Julien Dossier en 2016 et qui a été dessinée 2015. par Johan Bertrandi. 2014. J'ai dit quoi? Ok. T'as dit 16, mais c'est pas grave. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est rigolo, hein? Non, c'est pas grave. Et c'est rigolo. C'est génial. Il y a bientôt 10 ans, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Et ça, c'est transportable. Et donc, je peux en fabriquer d'autres, si vous voulez. Voilà. Et tu sais quoi, on en fait notre nouvelle maison de Barbie pour Noël. Ah bah ouais, faut. Je sais pas pourquoi, mais mais carrément. ça donne envie de mettre des Playmobil à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, mais c'est le nouveau récit des Playmobil et voilà. Mais oui, mais j'ai pensé, mais j'ai plus de Playmobil à la maison, ils sont rangés je sais pas où. Je t'en prête, moi j'en ai plein, je t'en prête si tu veux. Ça existe en plastique recyclé, les Playmobil? Moi, c'est ceux que j'avais quand j'étais petite. Non. Ouais. C'est ceux que j'avais quand j'étais petite, alors ça va, ils sont recyclés. Ils sont recyclés, oui. Upcyclés. Bon, bref, merci pour tout ça. Du coup, on va devoir se quitter parce qu'il est 12h32. Merci beaucoup, Éléonore, encore pour cette présentation aujourd'hui et puis cette parenthèse de joie, d'utopie avec la renaissance écologique. Ça fait vraiment du bien parce que je pense qu'on a, on a vraiment besoin de plus en plus en fait d'entendre ce genre de choses, de sentir que la joie est toujours présente dans la société et qu'on peut faire renaître et puis créer des bascules grâce aux nouveaux récits, grâce à la renaissance écologique, grâce à votre motivation, votre mobilisation, votre espoir que vous nous donnez tous les jours. Et merci, bravo pour ça, et aussi toutes les autres initiatives qui existent autour de ces enjeux et de la prise de conscience et y aller, quoi, changer le prisme et pour vivre mieux. Ouais, merci pour ces mots. Merci à tous pour votre écoute, vos questions et merci Emmanuel de m'avoir laissé l'espace de parole pour cette heure heureuse. Ça m'a fait bien chaud au cœur de partager tout ça. Merci beaucoup. Je vous avais mis dans le chat le lien vers la page YouTube où vous pouvez vous abonner pour suivre d'autres heures heureuses et puis du coup savoir quand l'heure heureuse sera publiée sur la chaîne YouTube. Et puis on fera aussi un petit post sur LinkedIn pour la rendre visible aussi. C'est vrai qu'on avait envoyé une invitation, on a fait un post sur LinkedIn. Je ne sais pas par quel biais tout le monde est arrivé, mais du coup, en fait, j'ai envie que vous puissiez savoir que cette pause sera diffusée et disponible. Et c'est pour ça que je vous donne les moyens de nous suivre. Et sinon, vous pouvez aussi rejoindre la joyeuse communauté et adhérer à l'association. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon appétit et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vois pas le lien. Ouais, je vais remettre. Bisous. Je ne vois pas le lien YouTube. Je ne l'ai pas trouvé dans les chats. Moi non plus. Je vous le remets tout de suite. Un grand merci. Merci à tous. Voilà. Donc, ça, c'est la chaîne YouTube. Salut Cécile. La chaîne YouTube, comme ça, vous pouvez vous abonner et puis on fera un grand bruit autour de ça. Alors, tu as dû la poster à quelqu'un en particulier et elle n'est pas postée sur le chat global. Je poste dans... Ok, super. Aux participants dans la salle d'attente, sauf qu'il n'y avait plus personne. C'est bon, là. Super. Merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prochaine heureuse.
Hop là. On aura une super invitée de l'opération Milliard sur la finance, D'accord. chantier de la renaissance écologique. Et merci Guillaume de nous avoir fait cette proposition pour la prochaine Heure Heureuse. Ah oui, si vous avez des envies de sujets à aborder pour l'Heure Heureuse, vous pouvez nous en parler et nous demander. Et Donc c'est bon, elle a bien validé, c'est bien validé avec elle qu'elle vient. Ah, moi je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Ok. Sinon, on trouvera un autre sujet, puis sinon, ce sera pour une autre fois. Mais je vous embrasse. Bon appétit. Merci beaucoup. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci, Léonore. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bisous.